Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode où nous parlerons de biomécanique humaine et notamment de prothèses avec Xavier Bonnet, maître de conférence à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak et ancien élève d'Arts et Métiers. Bonjour Xavier Bonnet. Bonjour Carole Waoun. Vous êtes donc ingénieur Arts et Métiers. Vous avez complété cette formation par un DEA et une thèse de biomécanique pour aller travailler dans l'industrie biomédicale avec la société Proteor. Vous êtes revenu en tant que maître de conférence aux Arts et Métiers en 2016 à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak ou IBHGC pour travailler sur le dispositif d'assistance et de compensation du handicap. L'IBHGC est situé sur le campus Arts et Métiers de Paris. Et l'une des spécificités de ce laboratoire est qu'il collabore aussi bien des ingénieurs que des cliniciens. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci Carole, je suis très heureux de participer à ce podcast. Xavier Bonnet, vous êtes passionné par les prothèses. D'où vous vient cet intérêt ? Alors en fait, j'avoue que quand je suis rentré à l'ENSAM, je ne savais pas trop où ça allait m'emmener, ce que j'allais faire après. Et c'est dans le cadre d'un stage en deuxième année que j'ai pu découvrir le Centre d'études et de recherche pour l'appareillage des personnes handicapées. Et ça m'a énormément intéressé parce que d'une part, c'est un endroit où on travaillait sur des machines spéciales, qui faisaient intervenir de la conception, énormément de technologie. Et en même temps, derrière, ça posait des questions sur comment fonctionnait le corps humain et comment on pouvait reproduire le fonctionnement de ce corps humain pour tester des prothèses. Donc c'est un peu ces questions qui m'ont orienté par la suite vers le DEA de biomécanique et qui ont fait que je suis resté après pour faire une thèse dans ce laboratoire. Vous êtes élève d'Arts et Métiers. Que vous apporte votre formation d'ingénieur de votre travail ? Alors au quotidien, je pense que ce soit aussi bien dans l'industrie que dans un laboratoire de recherche, je pense qu'avoir une formation initiale d'ingénieur permet d'avoir les bases du bon sens, on va dire, du métier d'ingénieur. Et en fait, c'est vrai que je crois beaucoup à la formation d'art et métier dans le sens où elle cherche à mêler aussi bien le savoir que le savoir-faire et un côté très pratique à la formation. Alors, c'est un petit peu idéal, mais c'est vrai que dans le secteur dans lequel on travaille aussi bien sur l'homme que sur la technologie et on a besoin de connaissances, que ce soit sur l'anatomie, le fonctionnement du corps. Mais en même temps, à la fin, le but, c'est quand même de faire marcher quelqu'un avec des dispositifs et il faut que ça marche. Et c'est vrai que cet aspect, je pense que cette recherche d'aboutir à quelque chose qui va fonctionner à la fin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les valeurs qui sont développées quand on suit la formation arts et métiers. Comment l'appareillage est-il analysé à l'IBHGC pour prendre en compte aussi bien la sécurité que la performance ? Alors, ces deux termes qui sont sécurité et performance, c'est deux notions qui sont extrêmement importantes pour tous les dispositifs médicaux et qui sont du coup intimement liées pour cette catégorie de produits. En fait, on comprend bien que pour faire un dispositif médical, donc globalement, c'est n'importe quel type de produit qui va permettre de soigner, qui va permettre de compenser un handicap, on a d'un côté vraiment un énorme besoin de maintenir la sécurité des utilisateurs, des personnes qui vont recevoir ce type de dispositif. Et d'un autre côté, on ne peut pas rester coincé à un temps fixe, donc on a besoin d'innover. Donc en fait, on a toujours ces deux notions, innovation et sécurité, qui se traduisent donc par ces deux aspects, des exigences de sécurité et des exigences de performance. Alors la sécurité, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper là-dessus. La sécurité, en fait, elle est imposée dans le cadre de directives. On ne doit pas compromettre la sécurité des utilisateurs. Donc, il y a des normes qui permettent de vérifier la sécurité des dispositifs sur lesquels on travaille. Par contre, la question de performance, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tendance à la confondre avec une notion de capacité. En fait, quand on va définir la performance d'un dispositif, il ne faut pas la confondre avec cette capacité. Donc, si on prend l'analogie d'une voiture, une voiture a la capacité de rouler à 200 km/h, mais la performance de cette voiture, c'est à quelle vitesse elle va réellement rouler dans la vie de tous les jours. Et donc, cette notion de performance, on va la retrouver sur tous les dispositifs,
Et en fait, ce que l'on cherche à quantifier, c'est ce que permettent les dispositifs qu'on développe dans la vie courante des utilisateurs. Et donc une prothèse, la performance d'une prothèse, c'est de compenser un handicap. Ce qu'on cherche à mesurer, si on cherche à mesurer la performance, c'est à quel point ce qu'on va développer va permettre de compenser un handicap. Ce qui fait que ce n'est pas forcément très simple à mesurer. En effet. Vous m'avez parlé d'une bande dessinée sur la question que j'ai lue et que je conseille également aux auditeurs. Cette bande dessinée s'intitule « La fabrique des corps, des premières prothèses à l'humain augmenté ». Elle est réalisée par Héloïse Chauchois. Elle est publiée en 2017 aux éditions Delcourt. Alors ce livre traite avec intelligence et humour d'un sujet sensible, l'amputation et ce qu'elle recouvre, si l'on peut parler ainsi. L'histoire et les enjeux des prothèses y sont décrites à partir d'un dialogue imaginaire entre un jeune homme amputé et Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne. On y croise les notions de membres fantômes, on y apprend des choses intéressantes sur la distinction entre la douleur et la sensation, ainsi que leur rapport au cerveau, sans compter l'histoire de l'amputation. Comment intégrez-vous ces éléments dans votre travail au quotidien ? Alors en fait, cette BD, elle est assez géniale parce qu'en très peu de pages, elle permet de se rendre compte de deux choses. La première chose, c'est que les prothèses ont toujours existé, ou quasiment toujours existé. Depuis que les hommes s'abîment, ils ont bien pris conscience qu'il fallait savoir se réparer. Ça a à chaque fois énormément progressé avec les grands conflits qu'on a rencontrés dans l'histoire. Et en fait, même à l'époque d'Ambroise Paré, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les rois savaient très bien que pour envoyer leurs soldats à la guerre, ils y allaient beaucoup plus volontiers s'ils savaient que potentiellement, s'il leur manquait un bout en revenant de la guerre, il y ait de bons chirurgiens qui leur permettraient de pouvoir survivre et remarcher. Donc c'est vraiment, les prothèses, on retrouve des prothèses dans des tombes qui datent de l'Antiquité. Et ce qui est passionnant, en fait, dans cette BD, c'est qu'elle montre très bien que, en fait, on a toujours utilisé de plus en plus de technologies et qu'en fait, les prothèses ont toujours bénéficié de toutes les avancées qui ont pu exister dans le reste des autres domaines technologiques. Et du coup, c'est ça aussi que ça montre énormément, c'est que, en fait, ça va des neurosciences à la mécanique, en passant par l'anatomie, en passant par l'intelligence artificielle. Et après, ça peut pousser à se poser les questions de jusqu'où ça va aller et jusqu'où ça doit aller. Dans le dictionnaire Le Larousse, une prothèse est définie comme un dispositif implanté dans l'organisme pour suppléer un organe manquant ou pour restaurer une fonction compromise. Pour vous, qu'est-ce qu'une prothèse ? Alors en fait, le problème vient principalement de la notion en français, parce qu'on utilise le mot prothèse aussi bien pour les implants que pour les prothèses externes. Donc une prothèse, en fait, ça remplace. Donc c'est pour remplacer quelque chose qui est défaillant ou qui est manquant. Alors qu'une orthèse, au contraire, elle, ça a tendance à soutenir. Donc c'est quelque chose qu'on va venir mettre en plus du corps. Après, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le terme de jambe artificielle pour parler des prothèses. Alors la première raison, c'est que en fait, c'est le nom qu'avait utilisé Ambroise Paré la première fois qu'il a décrit ce type de prothèse. Ça a été repris à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains qui parlaient de artificial limb et qui a du coup été utilisé par les chercheurs de cette époque et qui est toujours un peu utilisé de nos jours et qui permet du coup de bien faire la différence avec les prothèses de genoux, donc des implants qu'on peut avoir suite à de l'arthrose. Alors que dans les prothèses et donc les jambes artificielles qu'on développe, là, on remplace l'intégralité de la jambe, pas que les articulations. On va devoir remplacer l'action des muscles et toute l'action du contrôle sur les degrés de liberté qu'on cherche à remplacer. Et ce qui laisse aussi, en fait, quelque chose qui est très très vaste comme dénomination, parce que dans jambes artificielles, on peut tout retrouver. En fait, ça existe depuis 500 ans, et en fait, on peut toujours appeler les prothèses d'aujourd'hui des jambes artificielles. Alors que on va avoir tendance à trouver sur Internet de la publicité qui va parler de jambes bioniques, qui va tourner autour de ces mots-là qui, du coup, n'ont pas réellement de définition stricte et dans lesquels on ne va pas pouvoir placer tous les dispositifs sur lesquels on travaille.
Alors justement, quelles évolutions technologiques anticipez-vous et considérez-vous comme potentiellement utiles pour l'amélioration de ces solutions? L'impression 3D, la miniaturisation, le développement durable, l'intelligence artificielle, pour n'en citer que certaines? Bah, forcément, un peu toutes. C'est vrai que, en fait, chercher à faire une jambe artificielle ou une prothèse, en fait, c'est un projet qu'on peut définir de sans fin. En fait, on ne sera jamais capable de faire une copie conforme du corps humain. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'on va vouloir en faire qu'une partie, donc même les robots bipèdes, en fait, c'est très très loin de ce qu'on veut faire dans une prothèse, parce qu'il y a toujours un pilote au-dessus de la prothèse, il y a toujours quelqu'un qui utilise cette prothèse, qui va vouloir l'utiliser pour faire des choses différentes, qui aura des capacités physiques différentes, et en fait, il n'y a pas de réelle solution, mis à part les transplantations, donc qu'on voit arriver aujourd'hui en membre sup, donc pour le membre supérieur. Mais par contre, en membre inférieur, c'est beaucoup plus compliqué parce que on est en appui sur ce membre inférieur, donc ça pose encore plus de problèmes que pour le membre supérieur. Et en fait, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à reproduire quelque chose qui soit aussi bien que avant la perte ou la disparition de ce membre. Et du coup, forcément, toute amélioration technologique peut permettre d'améliorer le fonctionnement de ces dispositifs. Donc que ce soit la miniaturisation, ça peut sembler évident, parce que ça doit être embarqué sur la personne. Donc plus c'est petit, plus on peut embarquer de choses. La perte de poids, surtout, plus que la miniaturisation, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. L'impression 3D, forcément. La perte de poids plus que la miniaturisation. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir des choses très miniatures. Par exemple, on peut avoir des moteurs de plus en plus petits, mais si la densité de ces moteurs augmente, au final, le poids qui est porté par l'utilisateur va être toujours aussi important. Et on va dire que quand on remplace une jambe complète, c'est pas tellement le volume qui nous gêne, c'est le poids que va représenter la prothèse qui va être problématique par la suite. Donc je dis pas que l'encombrement c'est quelque chose de simple à résoudre, mais la limite de poids est beaucoup plus complexe. Typiquement, les batteries, on trouve des batteries de plus en plus fines, mais après, la quantité d'énergie qu'on va embarquer reste avec une densité de masse qui reste importante et qu'on va continuer à transporter sur cette prothèse et qui est portée par l'utilisateur toute la journée. Après, l'impression 3D, on va dire que la fabrication additive au sens large, l'intérêt, c'est pour la personnalisation. Donc là, on doit faire quelque chose qui est sur mesure. Donc c'est vrai que ça a un énorme intérêt de passer par de la fabrication additive. Et en même temps, ça limite l'utilisation de déchets, parce qu'on va éviter tout ce qui est copeaux. Quand on fait une interface sur une personne, aujourd'hui, ce sont des grosses mousses en polyuréthane qui sont usinées pour reproduire la forme de la personne, sur laquelle on va venir thermoformer des matériaux pour faire l'interface entre la personne et son dispositif. Mais en fait, si on peut réaliser directement cette interface en fabrication additive, ça a un intérêt, parce qu'au final, toute la matière qu'on utilise, qu'on va utiliser pour fabriquer, c'est celle qui sera utilisée par la suite. Et puis devoir utiliser un positif sur lequel on va venir thermoformer les matériaux définitifs. Et du coup, le bloc de polyuréthane, même s'il est recyclé, il va devoir être retransformé avant d'être réutilisable. Et après, l'intelligence, tu as cité l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire que c'est... comment dire, en fait, je vois bien ce que c'est qu'une jambe artificielle. Je pense que j'ai un peu plus de mal avec l'intelligence artificielle. On va parler d'algorithmes embarqués un peu plus, de communication, de ces aspects-là. Et forcément, c'est des technologies qui évoluent extrêmement rapidement, qui peuvent très certainement apporter au niveau performance des choses très intéressantes, mais il ne faut surtout pas oublier les aspects de sécurité, et qui restent toujours dans cette fameuse balance. Si un algorithme, si une intelligence artificielle est fiable à 99,9% des cas, il faut se rappeler qu'on fait 10 000 pas par jour. Donc combien de fois elle s'est trompée dans la journée? Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'on peut identifier les causes de ces erreurs? Est-ce qu'on va pouvoir les résoudre? Est-ce qu'on va pouvoir maîtriser les risques? Est-ce qu'on va pouvoir faire la démonstration que les risques qui sont résiduels à cette intelligence artificielle sont problématiques ou non?
un petit peu de la même manière que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour circuler sur la route avec d'autres voitures qui n'en sont pas munies. Et que pensez-vous des dispositifs d'auto-fabrication de prothèses avec le Fab Lab My Human Kit et le programme 3D de la Fondation Médecins sans frontières? Alors ça, c'est vraiment des programmes qui sont extrêmement intéressants, hein, que ce soit My Human Kit, MSF, mais en fait, il y en a énormément d'autres. Je pense à Handicap International, je pense à Circleg. En fait, ce sont des acteurs qui sont souvent des ONG, donc qui ne sont pas forcément des États, qui ne sont pas forcément des industriels. Donc au final, ce que ça montre, c'est que y a des gens qui sont qui n'appartiennent à aucune de ces deux sphères et qui vont réaliser des choses et qui fonctionnent très très bien parce qu'en fait, il y a des besoins. On comprend bien, hein, pour réaliser une prothèse, ça demande de respecter des normes, ça demande beaucoup de temps, ça demande forcément de l'argent. Ça nécessite des ressources très importantes. C'est pour un nombre de personnes qui reste relativement limité. Donc du coup, le retour sur investissement que vont faire ces industriels, ça va se faire sur un temps très très long. Donc ça impose forcément... ça impose un certain rythme en fait, au développement de ce type de dispositif. De l'autre côté, les systèmes de remboursement, ils ont des ressources qui restent contraintes également. Donc qui ne peuvent pas prendre en charge... toutes les innovations technologiques qui pourraient être réalisées par les industriels. Et du coup, par exemple, My Human Kit, c'est une association qui va chercher à développer des technologies pour permettre aux personnes de trouver des solutions pour eux-mêmes. Donc ça répond, en fait, ça marche très bien parce que ça répond à un besoin d'utilisateurs. Et le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ça permet d'inclure directement les utilisateurs dans le processus de conception de solutions pour eux. Et en fait, c'est les meilleures personnes pour identifier les fonctions à développer, pour évaluer ces dispositifs, pour avoir un avis sur le développement qui est fait par la suite. Et ça permet d'avoir... Ils ressentent eux-mêmes leurs propres besoins. Oui, et en plus, ça permet d'apporter énormément de créativité, d'inventivité, ce qu'on va avoir un peu plus... ce qui est plus difficile de développer chez des industriels qui ont en fait des contraintes de retour sur investissement qui peuvent limiter en fait leur champ du possible. D'accord. Comment l'ouvrage d'Héloïse Chauchois fait-il écho à votre recherche scientifique, mais aussi à votre réflexion sur le devenir de l'homme, notamment l'interface, entre guillemets, homme-machine? En fait, donc la question de l'interface homme, je vais remplacer machine par dispositif, c'est une thématique sur laquelle on travaille de plus en plus à l'IBHGC, parce que... il y a beaucoup de laboratoires qui font de la biomécanique, on est très loin d'être les seuls, mais c'est vrai que d'être aux arts et métiers, on travaille aussi bien sur l'homme avec ses dispositifs, et donc du coup c'est vrai qu'on essaye de développer les questions de recherche autour de cette interface entre l'homme et les dispositifs. Et c'est une thématique qui est relativement complexe, qu'on a encore du mal à comprendre, et qui... en fait, pose énormément de questions et qui dépasse énormément en fait, les questions qu'on peut avoir sur notre spécialité qu'est la biomécanique. En fait, ça va avoir des retentissements aussi bien en sciences humaines que pour les questions purement de médecine, comment la personne va réguler la température de son corps, la transpiration... Et donc, du coup, c'est vrai que y a des questions, on va dire, de sciences humaines et éthiques autour de cette problématique-là. Donc, à quel point, en fait, l'interface entre l'homme et son dispositif va se fusionner. Et le livre parle de ces aspects-là et l'aborde d'une manière qui est assez simple et intéressante, dans le sens où, en fait, elle ne va pas prendre parti pour... comment dire, pour jusqu'où on doit aller. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a
certaines équipes et certains penseurs en fait qui pensent que la technologie va venir permettre d'allonger la durée de vie. Ça c'est peut-être une chose, mais va même permettre d'aller vers ce qu'on appelle l'homme augmenté. Et c'est vrai que cette question-là pose énormément de problèmes. Et peut avoir même des dérives de certaines personnes qui prônent le passage à Homo technologicus. Et c'est vrai que ces aspects-là sont intéressants à prendre en compte quand on veut s'intéresser à développer des prothèses. Parce qu'on va dire que si on cherche à développer des prothèses dont l'objectif est de compenser un handicap, ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire ces technologies vont permettre de réaliser des hommes cette fois-ci augmentés. Alors pourquoi ne pas y aller ? La première chose, en fait, c'est que quand on cherche sur Internet prothèses de membres inférieurs, jambes bioniques ou des choses comme ça, on va tomber sur des vidéos qui sont réalisées à bon ou à mauvais escient et qui peuvent faire penser que cet homme contrôle sa prothèse à partir de son cerveau, lui permet de jouer au football en envoyant directement des informations du cerveau jusqu'au dispositif. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, ça c'est relativement peu réaliste, en tout cas à court terme. C'est pas disponible pour les personnes qui doivent être appareillées aujourd'hui. Et le risque de ce genre de communication, c'est qu'elle peut créer de la frustration pour les personnes qui cherchent à s'appareiller. Donc c'est très intéressant de dire la technologie permet des choses formidables, mais il faut faire attention à ne pas vendre purement du rêve qui ne fera qu'entraîner de la frustration pour les personnes concernées, quoi. Et à ce jour, quels sont vos projets de recherche futurs ? Nous, on souhaite toujours continuer à améliorer les dispositifs qui permettent en fait, d'apporter une assistance à la locomotion au sens large, hein. Donc, on travaille principalement sur les prothèses, mais on peut imaginer ça pour des exosquelettes ou autres. On ne dit pas du tout qu'il ne faut pas améliorer la technologie, loin de là. Après, on cherche à avoir vraiment une finalité de mise à disposition des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on essaye de maintenir des liens extrêmement étroits, aussi bien avec les industriels qui vont à terme être capables de fabriquer, réaliser, mettre à disposition, résoudre et prendre la responsabilité vis-à-vis de cette balance bénéfice-risque dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, toujours maintenir un lien très étroit avec aussi bien les personnes qui sont appareillées que tous les cliniciens qui vont apprendre à la personne à comment utiliser une prothèse, identifier la meilleure solution pour cette personne, qui vont réaliser les interfaces qui vont permettre d'attacher la prothèse, enfin de faire l'interface entre la prothèse et le membre résiduel de la personne. Donc on essaye de garder ce lien très étroit avec cette possibilité de tester des choses sur eux. Donc il faut pouvoir aller au bout des projets. Et en fait, d'avoir, on va dire, un cycle de recherche et de développement de prototypes qui soit agile pour pouvoir permettre de les tester. En fait, on peut pas développer ce type de dispositif sans le faire tester par les personnes, sans avoir leur retour sur quelles améliorations on identifie, quelles sont les limites du dispositif à un instant T. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de développer des choses où les technologies sont disponibles aujourd'hui, où on sait que sur un temps relativement court, on pourra les mettre à disposition, que les personnes puissent les utiliser dans leur vie de tous les jours et nous faire un retour et nous dire ça c'est très bien, mais par contre il manque ça, il manque cet aspect, il faudra améliorer cet aspect et cet autre aspect. Et ça ne nous empêche pas par contre de travailler sur d'autres dispositifs qui seront peut-être disponibles que dans 10 ou 20 ans. Au contraire, on travaille un peu comme les autres équipes dans le monde sur des dispositifs qui sont complètement motorisés, même si aujourd'hui une utilisation dans la vie courante semble difficile. Et après, il y a un autre aspect, c'est vrai que on dit, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se dit, on veut une finalité de mise à disposition, il faut garder en tête que les cycles de développement restent extrêmement longs
Et si on prend l'exemple du projet ANR qu'on avait démarré en 2011, donc de 2011 à 2014, on va dire que les concepts, enfin les solutions qui ont été développées suite à ce projet ANR, elles ont été mises à disposition en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc au final, il y a quasiment 10 ans entre le temps de la recherche, on va dire, et le temps de l'introduction des résultats de ces recherches dans la vie réelle. Donc même en essayant d'avoir cette finalité de travailler à court terme, on sait que le court terme, pour nous, c'est 10 ans. Donc on a quand même besoin de se projeter et de pouvoir tester des technologies à différents niveaux de maturité pour que tout cela soit faisable, quoi. Xavier Bonnet, un mot de la fin ? En fait, on a beaucoup parlé de prothèses de membres inférieurs. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser cet exemple-là dans le cadre des enseignements en 2e ou en 3e année, parce que il est très simple à intégrer, on comprend très bien l'intérêt de la technologie, on comprend très bien l'intérêt de la biomécanique pour développer ces technologies, pour les évaluer, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment après le corps va fonctionner avec ces technologies. Une prothèse, c'est un dispositif médical. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour tous les dispositifs médicaux, c'est pareil. Que ce soit pour une chambre implantable, pour un pacemaker, pour réaliser un implant pour venir remplacer un bout de mâchoire. En fait, pour tous ces dispositifs, il y a énormément de technologies, des évolutions technologiques. Il y a toujours une balance bénéfice-risque. Et en fait, pour toute l'industrie du dispositif médical, il y a ces aspects qui sont extrêmement intéressants et où, en fait, les élèves qui passent par les arts et métiers ont toutes les capacités, en fait, de travailler dans ce domaine. Parce qu'on aura toujours les mêmes problématiques de compromis entre balance bénéfice-risque, mise à disposition des utilisateurs, vouloir innover pour améliorer les choses, mais en même temps être en mesure de respecter toutes les exigences qui sont liées qui sont imposées par ce secteur industriel et qui est complètement normal puisqu'on parle de santé et donc c'est tout à fait normal d'avoir des exigences extrêmement importantes sur les dispositifs qu'on utilise dans le cadre de la santé. Merci Xavier Bonnet d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast, ainsi que les suivants, est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, sa direction de la communication et le campus Arts et Métiers de Paris pour leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et toutes de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.